Martin n'avait pas immédiatement compris que le piège s'était refermé sur lui, car il avait l'habitude des suspects qui jouent les victimes et des stratégies de communication destinées à retourner l'opinion publique. Pourtant, cette fois-ci, la situation dépassait le simple cadre d'une enquête tendue entre un commandant déterminé et un homme acculé. Brice Mussard ne cherchait pas seulement à se défendre, il construisait méthodiquement une contre-attaque dont chaque détail semblait anticipé, comme si la chute de Martin faisait partie d'un plan déjà mûrement réfléchi. Lorsque les caméras de TV Med ont été invitées à filmer la perquisition du box de Brice, rien n'a été laissé au hasard. Les cartons renversés, les tiroirs ouverts, les objets éparpillés composaient un décor soigneusement orchestré pour suggérer une intrusion brutale, presque une profanation. Brice s'est positionné face à l'objectif avec une retenue étudiée, laissant apparaître une émotion contenue qui paraissait sincère. Il a évoqué Nadia, sa femme disparue, en montrant des souvenirs qu'il présentait comme sacrés, insinuant que la police avait franchi une limite morale en bouleversant cet espace intime. Il n'a pas haussé le ton, il n'a pas accusé frontalement, mais il a laissé entendre que le commandant Constant s'acharnait contre lui, transformant ainsi une procédure judiciaire en persécution personnelle. Au commissariat, Aurore observait les images avec une inquiétude croissante, consciente que ce type de mise en scène ne relevait pas du hasard mais d'une stratégie de manipulation émotionnelle. Elle percevait derrière les larmes de Brice une volonté froide de provoquer une réaction, d'obtenir une faute, une erreur qui permettrait de décrédibiliser l'enquête en cours. Elle savait que Martin était sous pression depuis plusieurs semaines et que la tension accumulée pouvait finir par fissurer son contrôle. La confrontation en pleine rue n'était pas prévue, et c'est précisément ce caractère imprévu qui a rendu la situation dangereuse. Brice a abordé Martin avec une provocation à peine voilée, évoquant la vidéo de Raphaël et les conséquences potentielles pour sa carrière. Il a insinué que la radiation pouvait devenir une réalité, instillant le doute et la menace dans un échange qui, au départ, semblait anodin. Martin a tenté de garder son sang-froid, mais la répétition des insinuations et l'assurance presque insolente de Brice ont fini par éroder sa maîtrise. Dans un geste bref mais lourd de conséquences, il a saisi le col de la veste de Brice avant de le relâcher violemment, sans porter de coups mais en laissant transparaître une colère qu'il n'avait pas su contenir. Ce geste, bien que court, a suffi à offrir à Brice l'opportunité qu'il attendait. Peu après, il se présentait comme victime d'une agression, exhibant 3 points de suture et affirmant avoir hésité à porter plainte par crainte de représailles. La posture était efficace, un homme blessé, presque résigné, qui demandait simplement justice face à un commandant supposément abusif. La narration médiatique se mettait en place avec une rapidité inquiétante. Lorsque Martin est revenu au commissariat, il a relaté l'altercation à Aurore en minimisant la portée de son geste, affirmant qu'il s'était contenté d'attraper Brice par le col sans le frapper. Cependant, Aurore percevait déjà les implications techniques et juridiques de la scène. Elle envisageait la présence possible d'ADN sur le tissu de la veste, les témoignages éventuels, l'intervention probable de l'IGPN. Elle comprenait que l'affaire ne se limiterait plus à l'enquête initiale mais s'étendrait désormais à la conduite même du commandant. La situation a pris une dimension supplémentaire lorsque des manifestants se sont rassemblés devant le commissariat avec des pancartes dénonçant un prétendu harcèlement contre Brice Mussard. La présence d'Adam et de Sophie parmi les étudiants mobilisés a illustré l'ampleur du retournement d'opinion. Martin, observant la scène depuis l'intérieur, a ressenti pour la première fois le basculement symbolique de son rôle. Il n'était plus seulement celui qui protège et enquête, mais celui que l'on accuse publiquement. Parallèlement, le chef de cabinet du ministre a contacté le procureur Sébastien Perrot, insistant sur la nécessité de prendre une décision forte afin de préserver l'image de l'institution. Sébastien, conscient de la pression politique et médiatique, a convoqué Martin et lui a annoncé que l'enquête lui serait retirée pour éviter toute suspicion de partialité ou d'abus. Officiellement, il s'agissait d'une mesure préventive. Officieusement, c'était un désaveu qui entachait l'autorité du commandant et validait, au moins temporairement, la stratégie de Brice. Martin a accueilli cette décision avec une dignité silencieuse, comprenant que la bataille qu'il menait ne se jouait plus uniquement sur le terrain d'épreuve mais sur celui de l'opinion publique et de la politique. Il mesurait la portée symbolique de cette sanction et la fragilité nouvelle de sa position au sein du commissariat. Pendant que cette tempête institutionnelle prenait forme, d'autres trajectoires personnelles évoluaient à 7 avec une intensité plus intime mais tout aussi déterminante. Gabriel, animé d'un sentiment de renouveau, s'est levé tôt pour trier les dossiers médicaux et jeter le spermogramme qui représentait une tentative passée désormais dépassée. Ce geste symbolique marquait une étape importante dans sa relation avec Soraya, car ils avaient décidé de se tourner vers l'adoption avec la conviction d'avoir trouvé la bonne voie.
Ils se sont préparés ensemble à l'entretien avec l'assistante sociale, répétant les réponses et tentant d'anticiper les questions qui pourraient évaluer leur stabilité et leur désir d'enfant. Derrière l'apparente légèreté de leurs échanges se cachait une appréhension réelle, que Soraya a confiée plus tard à Nor lors d'un moment de confidence. Elle redoutait la longueur de la procédure, les années d'attente possibles et la difficulté de condenser leur projet parental dans une lettre de demande d'agrément capable de refléter la sincérité de leur engagement. Dans un autre registre, Sarah et Roxane poursuivaient un chemin de reconstruction après le traumatisme vécu par Sarah. Au réveil, dans une atmosphère calme et douce, Sarah a exprimé sa gratitude pour la patience de Roxane et a reconnu qu'elle avait craint de ne plus jamais ressentir de désir. Leur échange, empreint de vulnérabilité, témoignait d'une étape franchie dans leur couple, d'une intimité retrouvée progressivement. Roxane a proposé un week-end pour consolider cette dynamique, mais l'impossibilité pour Barr de garder Enora a repoussé le projet, rappelant que leur vie conjugale restait indissociable de leur responsabilité parentale. Au sein de leur foyer, la répétition d'un gros mot par Enora, influencée par Marceau, a apporté une touche de quotidien qui contrastait avec la gravité des événements touchant Martin. Roxane a pris l'initiative d'en parler à Erika afin de limiter cette mauvaise influence, illustrant ainsi la volonté constante du couple de protéger l'équilibre familial. Au commissariat, l'atmosphère demeurait tendue. Nordine tentait de disperser les étudiants sans succès, tandis que Raphaël subissait les remontrances de son père qui lui reprochait d'avoir des convictions sans preuve tangible. L'ensemble des protagonistes semblait évoluer sur une ligne fragile entre certitude morale et contrainte juridique. La journée s'est achevée dans un climat d'incertitude profonde pour Martin, désormais privé de la direction de l'enquête qu'il avait menée avec acharnement. Il quittait le commissariat avec la conscience que sa réputation et son autorité venaient d'être sévèrement ébranlées, tandis que Brice, en apparence affaibli, semblait avoir remporté une bataille stratégique essentielle. La décision du procureur avait agi comme une onde de choc silencieuse à l'intérieur du commissariat, et même si aucun éclat de voix n'avait retenti, chacun avait compris que quelque chose venait de se briser. Martin, en quittant le bureau de Sébastien Perrault, n'avait pas baissé les yeux, mais son silence parlait pour lui. Ce n'était pas seulement une enquête qu'on lui retirait, c'était une part de son autorité, une légitimité construite au fil des années, qui vacillait sous la pression politique. Dans les couloirs, les regards se détournaient avec une prudence presque gênée. Personne ne doutait ouvertement de son intégrité, mais l'ombre du soupçon, même infondé, avait cette capacité insidieuse de contaminer l'atmosphère. Martin sentait ce glissement imperceptible, il n'était plus le commandant incontesté menant une traque déterminée, il devenait l'homme dont la conduite était susceptible d'être examinée par l'IGPN. Ce simple changement de perspective suffisait à altérer l'équilibre fragile qui régnait au sein de l'équipe. Aurore, plus que quiconque, mesurait la violence symbolique de la sanction. Elle connaissait la droiture de Martin, son obstination parfois excessive, mais aussi sa loyauté indéfectible envers la justice. Pourtant, elle savait également que Brice avait anticipé cette réaction. L'altercation n'était pas un accident, elle était le point d'orgue d'une provocation soigneusement entretenue. En exposant Martin dans un moment de colère, Brice avait offert aux autorités une raison officielle d'intervenir, tout en consolidant son image de victime. Pendant ce temps, Brice entretenait la narration médiatique avec une habileté troublante. À sa sortie de l'hôpital, il affichait les 3 points de suture comme la preuve d'une violence injustifiée. Son discours, mesuré et presque résigné, insistait sur la peur des représailles, sur le courage qu'il lui aurait fallu pour porter plainte. Cette posture lui permettait d'apparaître digne face à un appareil policier présenté comme oppressif. Il n'élevait jamais la voix, ne se montrait jamais agressif, et c'est précisément cette retenue qui renforçait l'efficacité de sa stratégie. Au commissariat, la manifestation prenait de l'ampleur. Les pancartes dénonçant un prétendu harcèlement se multipliaient, et la présence d'Adam parmi les étudiants donnait à l'événement une dimension plus personnelle. Martin observait la scène à distance, conscient que son propre fils était désormais associé à cette agitation publique. Cette superposition des sphères professionnelles et familiales ajoutait une tension supplémentaire à une situation déjà explosive. Nordine tentait de maintenir l'ordre en demandant aux étudiants de se disperser, mais ses avertissements restaient lettre morte. Le jeune policier, pris entre son rôle institutionnel et les liens affectifs qui l'unissaient à certains manifestants, se trouvait lui aussi dans une position délicate. L'image d'un commissariat encerclé par des voix réclamant justice pour un suspect donnait à la situation une dimension presque irréelle. Parallèlement, Raphaël subissait les reproches de son père. Sébastien lui rappelait avec fermeté que des convictions, aussi fortes soient-elles, ne sauraient remplacer des preuves tangibles.
Dans cette affaire, chaque mot prononcé publiquement risquait d'aggraver la fragilité institutionnelle. Raphaël, pourtant convaincu de la culpabilité de Brice, devait composer avec les limites imposées par le droit et la prudence. Alors que Martin encaissait les conséquences de sa perte de contrôle, d'autres trajectoires avançaient dans une direction opposée, marquée par l'espoir et la construction. Soraya et Gabriel poursuivaient leur démarche d'adoption avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. La préparation à l'entretien avec l'assistante sociale prenait une dimension presque introspective. Ils ne se contentaient pas de répéter des réponses, ils questionnaient leur propre capacité à accueillir un enfant, à lui offrir un cadre stable et aimant. Gabriel, en se débarrassant des anciens examens médicaux, avait posé un acte symbolique fort, comme s'il refermait définitivement une porte pour en ouvrir une autre. Soraya, malgré son assurance apparente, laissait transparaître ses doutes lors de sa conversation avec Nord. Elle évoquait la lenteur des procédures, l'attente incertaine, la possibilité que les années s'écoulent sans réponse favorable. Derrière la détermination de l'avocate se dessinait la peur intime de ne pas être choisie, de ne pas correspondre aux critères exigés. Pourtant, cette vulnérabilité ne remettait pas en cause leur décision, elle la rendait au contraire plus consciente, plus réfléchie. Dans le même temps, Sarah et Roxane consolidaient une dynamique fragile mais sincère. La reconnaissance exprimée par Sarah envers la patience de Roxane témoignait d'un chemin parcouru après une période marquée par le traumatisme. Elle ne cherchait pas à effacer le passé, mais à l'intégrer dans leur présent. La proposition d'un week-end, bien que reportée, révélait leur volonté de se retrouver en dehors des contraintes quotidiennes, de réinvestir un espace conjugal parfois éclipsé par les responsabilités parentales. La scène d'Enora répétant un gros mot, influencé par Marceau, introduisait une respiration plus légère dans ce climat tendu. Roxane, loin de dramatiser, choisissait d'agir avec calme en demandant à Erika d'intervenir. Ce souci constant de préserver l'équilibre familial contrastait avec le chaos médiatique qui entourait Martin. Au fil des heures, la situation au commissariat ne se stabilisait pas. La décision du procureur circulait désormais officieusement parmi les équipes, et même si personne n'osait commenter ouvertement, chacun comprenait que l'affaire prenait une tournure institutionnelle. Martin, isolé dans son bureau, mesurait l'ampleur du revers. Il savait que l'enquête continuerait, mais sans lui. Il savait également que Brice exploiterait ce retrait comme une confirmation implicite de sa version des faits. Cette prise de conscience n'engendrait pas chez lui une colère explosive, mais une détermination plus froide. Il refusait d'accepter que la bataille soit définitivement perdue. La chute qu'il traversait n'était peut-être qu'une étape, mais elle avait la brutalité d'un effondrement soudain. Dans les rues de Sète, les conversations se multipliaient, les avis se polarisaient et l'image du commandant Constant se retrouvait exposée à un jugement collectif. Entre manipulation médiatique, pression politique et fragilité humaine, les lignes se redessinaient. Brice semblait avoir pris l'avantage, mais derrière cette victoire apparente, la tension continuait de s'accumuler, prête à éclater à la moindre faille. La nuit n'avait apporté aucun apaisement à Martin, car le silence qui s'installait après l'agitation médiatique ne faisait qu'accentuer le poids des pensées qui l'assaillaient. Dans son esprit, l'altercation se rejouait sans cesse, chaque mot prononcé par Brice résonnant avec une précision presque insupportable. Il analysait son propre geste avec une lucidité douloureuse, conscient que cette seconde d'égarement avait suffi à fragiliser une carrière bâtie sur la rigueur et l'exigence. Il ne se reprochait pas d'avoir voulu confronter un homme qu'il estimait manipulateur, mais il mesurait l'erreur stratégique d'avoir laissé la provocation dicter sa réaction. Au commissariat, l'atmosphère demeurait suspendue entre solidarité tacite et inquiétude diffuse. Certains collègues évitaient d'aborder frontalement le sujet, comme si nommer la situation risquait de la rendre plus réelle encore. Aurore, quant à elle, continuait de défendre la ligne officielle, insistant sur la nécessité de maintenir la cohésion de l'équipe malgré le retrait de Martin de l'enquête. Elle savait que l'autorité ne se décrète pas uniquement par un titre, mais qu'elle repose sur la confiance, et cette confiance devait être préservée à tout prix. Brice, de son côté, entretenait soigneusement son image publique. Chaque déclaration était calibrée pour paraître mesurée, chaque apparition soigneusement orchestrée afin de renforcer l'idée d'un homme injustement ciblé. Il ne se présentait jamais comme un combattant agressif, mais comme un citoyen qui demandait simplement que la loi s'applique à tous, y compris à ceux qui la représentent. Cette posture créait un contraste saisissant avec la figure du commandant désormais soupçonné d'abus, et cette inversion des rôles alimentait les conversations à travers la ville. La pression politique ne faiblissait pas. Sébastien Perrault, bien que convaincu de la nécessité de préserver l'institution, ressentait le poids de la décision qu'il avait prise.
Il connaissait Martin depuis suffisamment longtemps pour savoir que son geste ne relevait pas d'une violence gratuite, mais d'une réaction à une provocation savamment construite. Toutefois, dans un contexte où l'opinion publique exigeait des signaux forts, il avait estimé que le retrait de l'enquête constituait le moindre mal. Cette rationalité juridique ne l'empêchait pas d'éprouver une forme d'amertume face à la facilité avec laquelle la manipulation médiatique avait trouvé un écho. Pendant ce temps, Soraya avançait dans la rédaction de la lettre de demande d'agrément avec une intensité presque introspective. Elle cherchait les mots justes pour exprimer un désir d'enfant qui ne relevait ni de la compensation ni de l'urgence, mais d'un projet réfléchi et partagé. Elle savait que chaque phrase serait lue, évaluée, disséquée, et cette conscience l'obligeait à une honnêteté radicale. Gabriel, assis à ses côtés, relisait les lignes en silence, apportant des nuances, ajoutant des souvenirs communs qui témoignaient de leur stabilité et de leur capacité à accueillir un enfant dans un cadre sécurisant. Leur conversation ne se limitait pas aux aspects administratifs, elle s'étendait à des questions plus profondes sur l'identité, la transmission et la responsabilité. Ils évoquaient la possibilité d'un enfant marqué par une histoire difficile, la nécessité d'être prêt à accompagner des blessures invisibles. Cette lucidité renforçait leur détermination, même si elle révélait aussi leur propre fragilité. Dans un autre registre, Sarah et Roxane poursuivaient leur reconstruction avec une douceur prudente. L'échange du matin, marqué par la reconnaissance et la sincérité, continuait d'influencer leur journée. Sarah prenait conscience que le chemin vers une intimité retrouvée ne se mesurait pas en gestes spectaculaires, mais en attention répétée et en dialogue honnête. Roxane, fidèle à son tempérament pragmatique, cherchait des solutions concrètes pour préserver des moments à deux, tout en assumant les contraintes liées à Enora. La parentalité, loin d'être un frein, devenait un terrain d'apprentissage partagé. L'épisode du gros mot répété par leur fille, bien que léger en apparence, révélait la vigilance constante qu'exige l'éducation. Roxane ne souhaitait pas dramatiser, mais elle tenait à instaurer des limites claires, consciente que chaque détail contribue à façonner l'équilibre familial. Au commissariat, la gestion des manifestations exigeait une présence renforcée. Nordine, malgré son jeune âge, faisait preuve d'un sérieux qui contrastait avec l'agitation des étudiants. Il se trouvait pris dans un paradoxe délicat, défendre l'institution tout en étant le fils d'un homme dont l'autorité était publiquement contestée. Cette position l'obligeait à une retenue exemplaire, car le moindre faux pas aurait été interprété comme une confirmation des accusations portées contre Martin. Raphaël, quant à elle, oscillait entre frustration et prudence. Sa conviction quant à la culpabilité de Brice ne s'était pas affaiblie, mais elle comprenait désormais que l'argumentation juridique exigeait des preuves irréfutables. Les remontrances de son père, bien que sévères, l'avaient forcée à reconsidérer sa stratégie. Elle savait que toute prise de parole hâtive risquait d'alimenter le discours de Brice et de renforcer sa posture victimaire. À mesure que la situation évoluait, une évidence s'imposait. La bataille ne se jouait plus uniquement sur le terrain des faits, mais sur celui de la perception. Brice avait su exploiter le pouvoir de l'image et de l'émotion, tandis que Martin devait désormais composer avec une réputation entachée, indépendamment de la réalité des événements. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une détermination plus froide commençait à se dessiner chez le commandant. Il ne pouvait plus agir officiellement sur l'enquête, mais rien ne l'empêchait de réfléchir, d'analyser, de chercher les incohérences dans le récit de Brice. Sa chute apparente pouvait devenir une position d'observation, une distance stratégique lui permettant d'anticiper les prochains mouvements de son adversaire. La ville de Sète, témoin de tant de drames au fil des années, se retrouvait une fois encore divisée entre apparence et vérité. Les conversations se multipliaient, les jugements s'affirmaient, et chacun semblait choisir un camp sans disposer de tous les éléments. Dans cette polarisation croissante, la frontière entre justice et manipulation devenait plus floue que jamais. La bataille était loin d'être terminée. Si Brice avait remporté une manche en provoquant la sanction de Martin, il n'avait peut-être pas mesuré que cette victoire pouvait aussi révéler sa propre précipitation. Car derrière l'image soigneusement construite, la moindre incohérence pourrait suffire à fissurer la façade. Le retrait officiel de Martin de l'enquête avait installé une forme de vide au commissariat, un silence particulier qui ne ressemblait ni à une défaite totale ni à une simple parenthèse administrative. Ce vide était plus subtil, presque moral. Chacun continuait à travailler, les procédures suivaient leur cours, mais l'absence de Martin dans la conduite du dossier Mussard laissait une impression d'inachevé. La mécanique institutionnelle fonctionnait toujours, pourtant elle semblait privée de son axe central. Aurore, désormais en première ligne, mesurait l'ampleur de la responsabilité qui pesait sur ses épaules.
Elle devait à la fois assurer la continuité de l'enquête et préserver la cohésion d'une équipe fragilisée. Elle connaissait la ténacité de Martin et savait que son retrait forcé ne signifiait pas qu'il renonçait à comprendre. Mais elle devait également empêcher toute initiative officieuse qui pourrait aggraver la situation et nourrir les soupçons déjà installés. Dans les rues de Sète, l'écho de la manifestation persistait. Les images diffusées par TV Med tournaient en boucle, montrant le box désordonné, les souvenirs de Nadia exposés comme des reliques profanées, et le visage marqué de Brice à la sortie de l'hôpital. Cette répétition visuelle entretenait une narration efficace, celle d'un homme persécuté par une autorité excessive. Peu importait que l'enquête repose sur des éléments sérieux, l'émotion prenait le dessus sur la rationalité. Brice, conscient de l'impact de cette exposition médiatique, continuait à cultiver une posture mesurée. Il évitait toute déclaration agressive, insistant sur son respect pour la justice tout en rappelant qu'il ne pouvait accepter d'être traité comme un coupable sans preuve définitive. Cette stratégie de retenue renforçait sa crédibilité auprès d'une partie de l'opinion, d'autant plus que la sanction prise contre Martin apparaissait comme une validation implicite de ses accusations. Pour Martin, cette situation représentait une épreuve intérieure plus violente qu'il ne l'aurait imaginé. Il ne contestait pas la décision du procureur sur le plan juridique, mais il ressentait profondément l'atteinte portée à son honneur professionnel. Il avait consacré des années à bâtir une réputation fondée sur la rigueur et la loyauté, et se voir écarté d'une enquête qu'il estimait cruciale revenait à être publiquement fragilisé. Pourtant, loin de céder à l'amertume, il choisissait une attitude de retenue, conscient que toute réaction impulsive pourrait être interprétée comme un nouvel excès. Chez les Perrault, la tension était palpable. Sébastien, confronté à la pression politique et aux critiques implicites, tentait de maintenir une ligne d'équilibre entre fermeté institutionnelle et compréhension humaine. Raphaël, quant à elle, devait composer avec le reproche récurrent d'avoir exprimé des convictions sans disposer de preuves irréfutables. Elle ne doutait pas de l'intuition qui la guidait concernant Brice, mais elle comprenait désormais que l'espace médiatique n'était pas celui de la prudence judiciaire. Dans un registre plus intime, Soraya et Gabriel poursuivaient leur préparation avec une intensité grandissante. La rédaction de la lettre devenait un exercice d'introspection profonde. Chaque phrase devait refléter non seulement leur désir d'enfant, mais aussi leur capacité à offrir stabilité et sécurité. Soraya, habituée à manier les mots avec assurance dans un cadre professionnel, se retrouvait face à une écriture plus personnelle, presque vulnérable. Elle évoquait leur parcours, leurs épreuves, leur capacité à traverser les difficultés ensemble. Gabriel apportait un regard complémentaire, insistant sur la solidité de leur couple et sur les valeurs qu'il souhaitait transmettre. Il parlait longuement de patience, de résilience, et de l'importance d'accompagner un enfant dans la construction de son identité. Ce projet, loin d'être une simple démarche administrative, devenait une affirmation de leur maturité affective. Chez Sarah et Roxane, la reconstruction se consolidait progressivement. La confiance retrouvée ne se manifestait pas par des déclarations spectaculaires, mais par des gestes simples, par une écoute attentive et par une volonté commune d'avancer. Roxane percevait encore les fragilités de Sarah, mais elle ne cherchait plus à les contourner. Elle les intégrait dans leur dynamique, consciente que la guérison ne suit jamais une trajectoire linéaire. La gestion du quotidien, qu'il s'agisse de corriger l'influence de Marceau sur le langage d'Enora ou d'organiser leur emploi du temps, contribuait à ancrer leur couple dans une réalité concrète. Cette stabilité contrastait avec l'instabilité qui frappait Martin, rappelant que dans la même ville coexistaient des trajectoires opposées, certaines marquées par la chute, d'autres par la reconstruction. Au commissariat, l'enquête poursuivie sans Martin prenait une tournure plus méthodique. Aurore examinait les éléments accumulés avec une vigilance accrue, cherchant à éviter toute faille susceptible d'être exploitée par la défense de Brice. Elle savait que la moindre erreur renforcerait la thèse de la persécution et compromettrait définitivement la crédibilité du dossier. Nordine, de son côté, observait l'évolution de la situation avec un mélange de loyauté et d'inquiétude. Il refusait de croire que son père puisse être réduit à l'image d'un commandant abusif, mais il comprenait également que l'institution devait se protéger. Cette dualité l'obligeait à une maturité accélérée, car il ne pouvait laisser transparaître ni colère ni partialité dans l'exercice de ses fonctions. À mesure que les jours s'écoulaient, une tension sous-jacente continuait de croître. Brice semblait avoir gagné une bataille stratégique en provoquant la sanction de Martin, mais cette victoire comportait un risque, celui de l'excès de confiance. Car en s'exposant autant médiatiquement, il multipliait aussi les occasions d'incohérence et de contradiction. Martin, désormais en retrait officiel, n'était pas inactif. Il relisait mentalement chaque étape de l'enquête, chaque déclaration de Brice,
cherchant la faille qui pourrait renverser la situation. Sa chute n'était peut-être pas une fin, mais un point de bascule. Derrière l'image d'un homme sanctionné, une détermination plus froide s'installait, prête à saisir la moindre erreur. La ville retenait son souffle, partagée entre compassion médiatique et doute silencieux. Les lignes semblaient figées, mais en réalité, elles se déplaçaient lentement, imperceptiblement, préparant un nouvel affrontement dont personne ne pouvait encore mesurer l'issue. La chute de Martin ne se manifestait pas par un effondrement spectaculaire, mais par une érosion lente, presque imperceptible, de ce qui constituait jusqu'alors son socle. Depuis le retrait de l'enquête, il continuait à venir au commissariat, à assurer ses fonctions administratives, à répondre aux sollicitations, mais quelque chose avait changé dans la manière dont on le regardait. Ce n'était pas de la défiance ouverte, plutôt une prudence nouvelle, une distance subtile qui s'installait malgré la loyauté de l'équipe. Il savait que la sanction prononcée par le procureur n'était pas une condamnation, mais il comprenait aussi que, dans l'esprit du public, la nuance disparaissait. La décision politique envoyait un signal fort, un commandant mis en cause devait être écarté pour préserver l'image de l'institution. Brice avait réussi à déplacer le centre de gravité du débat, transformant une enquête judiciaire en crise de confiance. Dans les médias locaux, les commentaires se multipliaient. Certains soutenaient la nécessité d'un contrôle strict des forces de l'ordre, d'autres dénonçaient une manipulation évidente. Mais cette division même nourrissait le récit de Brice, car elle entretenait l'idée qu'il existait un doute. Et le doute, en matière d'opinion publique, valait presque autant qu'une preuve. Aurore, consciente de cette dynamique, redoublait de vigilance. Elle examinait les éléments du dossier avec une rigueur méthodique, cherchant à isoler tout indice susceptible de résister à l'analyse contradictoire. Elle savait que l'erreur ne leur était plus permise. La moindre imprécision serait exploitée par la défense pour consolider la thèse d'un acharnement. Brice, de son côté, continuait à cultiver son image d'homme blessé mais digne. Il évitait toute déclaration agressive, insistait sur sa confiance en la justice, tout en rappelant qu'il avait été agressé par un représentant de l'autorité. Cette posture équilibrée renforçait sa crédibilité, d'autant plus que les 3 points de suture restaient un symbole visible de l'incident. Cependant, derrière cette façade maîtrisée, une tension plus subtile apparaissait. Plus Brice s'exposait, plus il devait maintenir la cohérence de son récit. La stratégie médiatique exigeait une constance absolue, et la moindre variation pouvait devenir suspecte. Martin, en retrait officiel, observait cette mécanique avec un regard plus distancié. Il comprenait que la bataille ne se gagnerait plus par confrontation directe, mais par patience et précision. Dans un autre registre, la vie de Soraya et Gabriel prenait une intensité particulière à mesure qu'ils s'approchaient de l'entretien avec l'assistante sociale. La lettre d'agrément, désormais presque achevée, était relue avec une attention méticuleuse. Chaque mot devait traduire leur engagement sans excès d'emphase. Soraya, habituée aux plaidoiries convaincantes, cherchait cette fois une sincérité dépouillée, consciente que l'exercice ne consistait pas à persuader mais à révéler. Leur conversation dépassait les aspects formels pour aborder les réalités concrètes de l'adoption, la possibilité d'un enfant porteur de traumatisme, la nécessité d'une stabilité émotionnelle solide, l'importance d'une cohérence éducative. Cette lucidité renforçait leur complicité, car ils partageaient les mêmes interrogations sans se dissimuler leur peur. Sarah et Roxane, quant à elles, consolidaient leur équilibre retrouvé. L'intimité reconstruite ne signifiait pas l'oubli du traumatisme, mais l'acceptation d'un passé qui ne dictait plus entièrement leur présent. La discussion sur un week-end reporté révélait une capacité nouvelle à différer un projet sans y voir une frustration. Leur relation s'inscrivait désormais dans une temporalité plus apaisée. La gestion d'Enora demeurait au centre de leurs préoccupations. L'épisode du gros mot répété, bien qu'anecdotique, avait souligné la nécessité d'un cadre cohérent. Roxane, en sollicitant Erika pour intervenir auprès de Marceau, agissait avec calme, privilégiant le dialogue plutôt que la confrontation. Cette maturité contrastait avec l'agitation extérieure qui entourait Martin. Au commissariat, la tension ne faiblissait pas. Nordine continuait à remplir ses fonctions avec sérieux, veillant à ne laisser transparaître ni colère ni amertume. Il ressentait cependant la pression de la situation, conscient que la réputation de son père influençait indirectement son propre regard sur l'institution. Cette épreuve devenait pour lui un apprentissage accéléré de la complexité du métier. Raphaël, de son côté, réfléchissait à la manière de consolider juridiquement les soupçons pesant sur Brice. Elle comprenait désormais que toute intervention publique devait être appuyée par des éléments incontestables. La leçon de son père avait laissé une trace,
la conviction morale ne suffit pas lorsque la bataille se déroule sous les projecteurs. Plus les jours passaient, plus la situation semblait figée en apparence, mais en réalité les lignes bougeaient en profondeur. La sanction infligée à Martin avait donné à Brice un avantage stratégique, mais elle avait aussi attiré une attention accrue sur son comportement. Chaque déclaration, chaque geste, chaque incohérence potentielle était désormais susceptible d'être scrutée. Martin, malgré la blessure symbolique subie, ne se considérait pas vaincu. Il savait que les manipulations, si habiles soient-elles, laissent toujours des traces. Il attendait le moment où l'équilibre pourrait se renverser, non par éclat, mais par accumulation d'éléments précis. Sa chute apparente n'était peut-être qu'une étape dans une confrontation plus longue. La ville continuait de murmurer, oscillant entre compassion et scepticisme. L'affaire avait dépassé le simple cadre judiciaire pour devenir un miroir des tensions contemporaines entre autorité et défiance. Et dans cette zone grise, chacun avançait avec prudence, conscient que le moindre faux pas pourrait redéfinir définitivement les rapports de force. À mesure que les jours s'écoulaient, la situation prenait une tournure plus complexe, moins visible mais plus stratégique. L'affaire Mussard n'était plus seulement une confrontation entre un commandant fragilisé et un suspect habile. Elle devenait un révélateur des failles institutionnelles et des tensions latentes au sein de la ville. La pression médiatique s'était légèrement atténuée, mais l'image laissée dans l'opinion persistait comme une ombre difficile à dissiper. Martin, désormais officiellement écarté de la direction de l'enquête, devait apprendre à composer avec une forme d'impuissance contrainte. Il continuait à remplir ses fonctions, mais sans accès direct aux décisions clés concernant Brice. Cette distance forcée l'obligeait à un exercice inhabituel, observer sans intervenir. Pourtant, loin de l'affaiblir, cette position lui offrait une perspective nouvelle. Il analysait les mouvements de Brice avec un recul stratégique, conscient que l'excès de confiance est souvent le talon d'Achille de ceux qui croient avoir gagné trop vite. Brice, justement, semblait savourer sa victoire partielle avec une retenue calculée. Il ne triomphait pas ouvertement, préférant maintenir l'image d'un homme prudent et blessé, soucieux de justice. Mais son assurance transparaissait dans la manière dont il répondait aux questions des journalistes, dans la maîtrise de son récit, dans cette constance presque parfaite qui frôlait parfois l'artifice. Chaque mot était pesé, chaque pose étudiée, comme si le moindre écart pouvait compromettre une construction soigneusement élaborée. Au commissariat, Aurore poursuivait l'enquête avec une vigilance accrue. Elle savait que le dossier devait être irréprochable, car la moindre imprécision serait exploitée pour dénoncer un acharnement ou une partialité. Elle examinait les éléments matériels, les témoignages, les incohérences potentielles dans les déclarations de Brice. Ce travail méthodique exigeait patience et sang-froid, qualité qu'elle possédait mais qui était mise à rude épreuve par le contexte. Nordine, témoin silencieux de cette recomposition des rôles, prenait conscience de la fragilité des équilibres. Il voyait son père lutter contre une atteinte à sa réputation sans céder à la colère, et cette retenue lui inspirait autant qu'elle l'inquiétait. La manifestation avait laissé des traces dans les esprits, et même si les rassemblements s'étaient dispersés, le doute persistait chez certains citoyens. Nordine devait, lui aussi, maintenir une posture irréprochable, car toute réaction excessive aurait pu alimenter le discours de Brice. Chez les Perrault, la tension demeurait palpable. Sébastien continuait d'assumer publiquement la décision de retrait, convaincu qu'elle était nécessaire pour protéger l'institution. Pourtant, en privé, il ne pouvait ignorer le sentiment d'injustice qui accompagnait cette mesure. Raphaël, de son côté, redoublait d'efforts pour consolider juridiquement les soupçons à l'encontre de Brice. Elle comprenait désormais que l'émotion médiatique devait être contrebalancée par une solidité procédurale incontestable. Dans un autre registre, l'approche de l'entretien avec l'assistante sociale intensifiait l'investissement de Soraya et Gabriel. Leur lettre était désormais finalisée, mais ils la relisaient encore, comme si chaque mot pouvait être affiné pour mieux refléter leur authenticité. Ils évoquaient leur parcours, les épreuves traversées, leur capacité à faire face aux imprévus. Ce projet d'adoption devenait une affirmation de leur maturité commune, un engagement qui dépassait la simple envie d'enfant pour s'inscrire dans une vision à long terme. Soraya, habituellement si assurée dans son rôle d'avocate, se surprenait à douter de sa capacité à convaincre non pas un tribunal, mais une institution chargée d'évaluer leur aptitude à devenir parents. Gabriel, attentif à ses hésitations, lui rappelait que leur force résidait précisément dans leur sincérité. Cette complémentarité renforçait leur cohésion et leur permettait d'aborder l'entretien avec une détermination apaisée. Chez Sarah et Roxane, la stabilité retrouvée s'enracinait dans le quotidien. Leur relation, éprouvée par le traumatisme, gagnait en profondeur à mesure qu'elles acceptaient d'en parler sans détour. L'absence de week-end improvisé ne les frustrava plus.
elle symbolisait plutôt leur capacité à ajuster leurs attentes sans remettre en cause leur engagement. Et Nora, avec ses mots parfois maladroits et ses rires spontanés, incarnait ce point d'ancrage qui les ramenait constamment à l'essentiel. Au fil des jours, un détail commençait à émerger dans l'enquête. Certaines incohérences dans les déclarations de Brice apparaissaient à la lumière d'une analyse minutieuse. Des horaires approximatifs, des contradictions mineures, rien de spectaculaire mais suffisamment troublant pour attirer l'attention d'Aurore. Elle partageait ces éléments avec prudence, consciente qu'ils ne constituaient pas encore une preuve décisive, mais qu'ils pouvaient fragiliser la cohérence du récit médiatique soigneusement entretenu. Martin, informé indirectement de ces évolutions, ressentait une tension nouvelle. Il savait que la moindre fissure dans le discours de Brice pourrait inverser la dynamique actuelle. Sa chute n'était peut-être qu'un épisode dans une confrontation plus longue, où la patience et la rigueur finiraient par prévaloir sur la mise en scène. La ville, elle, continuait de vivre au rythme de ces contrastes. D'un côté, une opinion publique encore divisée, de l'autre, des trajectoires intimes marquées par l'espoir, la reconstruction et la détermination. Cette coexistence de drame et de renouveau donnait à l'affaire une dimension presque symbolique, celle d'un équilibre précaire entre vérité et perception. Rien n'était encore joué. Si Brice semblait avoir remporté une bataille stratégique en provoquant la sanction de Martin, les premières fissures dans son récit laissaient entrevoir la possibilité d'un retournement. Et dans cette attente tendue, chaque protagoniste avançait avec la conscience que le prochain mouvement pourrait redéfinir définitivement l'issue de cette confrontation. La bascule ne s'est pas produite dans un éclat spectaculaire, mais dans un déplacement presque imperceptible des certitudes. Alors que Brice semblait installé dans une position confortable, porté par l'opinion et protégé par l'image de victime qu'il avait méthodiquement façonnée, une tension nouvelle commençait à émerger. Elle ne venait pas des caméras, ni des pancartes brandies devant le commissariat, mais d'un travail patient, silencieux, presque invisible. Aurore, en reprenant chaque élément du dossier, avait choisi de s'éloigner du bruit médiatique pour revenir à la matière brute des faits. Les horaires déclarés par Brice ne coïncidaient pas parfaitement avec certains relevés. Des détails mineurs, presque insignifiants pris isolément, mais qui, assemblés, dessinaient une ligne moins stable qu'il n'y paraissait. Rien d'assez fort pour l'inculper immédiatement, mais suffisamment pour affaiblir la cohérence d'un récit présenté comme irréprochable. Brice, de son côté, continuait d'apparaître sûr de lui, mais cette assurance exigeait désormais un effort constant. Plus il intervenait publiquement, plus il devait maintenir une version parfaitement alignée. La moindre variation risquait d'être relevée. Ce qui avait commencé comme une stratégie offensive devenait progressivement un exercice d'équilibriste. Et dans cette tension, l'erreur n'était plus une hypothèse lointaine. Martin, tenu à l'écart officiellement, ressentait ce frémissement. Il ne participait pas aux décisions, mais il percevait dans les échanges avec Aurore une évolution subtile. Il comprenait que la chute qu'il avait subie n'était peut-être pas définitive. La sanction avait fragilisé son autorité, certes, mais elle avait également déplacé l'attention vers le comportement de Brice. En voulant provoquer une réaction, ce dernier s'était exposé. Pour Martin, l'épreuve avait été intérieure autant que professionnelle. L'humiliation publique, la manifestation devant le commissariat, la décision du procureur, tout cela avait laissé une trace. Il avait dû affronter non seulement le doute des autres, mais aussi le sien propre. Pourtant, cette traversée l'avait contraint à une forme de lucidité nouvelle. Il comprenait désormais que la justice ne se gagne pas uniquement par l'intensité ou la confrontation directe, mais par la constance et la précision. Au commissariat, l'équipe retrouvait progressivement un équilibre. Nordine, qui avait observé son père vaciller sans céder, tirait de cette situation une leçon silencieuse sur la complexité du pouvoir et de la responsabilité. L'institution, loin d'être monolithique, se révélait vulnérable aux pressions politiques et médiatiques. Cette prise de conscience le faisait grandir plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Chez les Perrault, la tension s'apaisait légèrement. Sébastien maintenait sa ligne institutionnelle, mais il observait lui aussi les évolutions du dossier avec une attention accrue. Raphaël, plus prudente qu'au début, consolidait chaque argument, refusant désormais toute déclaration qui ne serait pas solidement étayée. La leçon était rude, mais elle renforçait sa maturité professionnelle. Pendant ce temps, la trajectoire de Soraya et Gabriel avançait vers un horizon différent, empreint d'espoir. L'entretien avec l'assistante sociale approchait, et malgré les doutes, ils abordaient cette étape avec une confiance plus sereine. Leur projet d'adoption, né d'un choix réfléchi et non d'une résignation, devenait un point d'ancrage dans un contexte général instable. La possibilité d'accueillir un enfant ne dépendait pas encore d'eux, mais leur engagement, lui, était déjà tangible.
Sarah et Roxane poursuivaient leur reconstruction avec une douceur qui contrastait avec les turbulences entourant Martin. Leur complicité retrouvée ne reposait plus sur l'évidence, mais sur un effort conscient. Elles avaient traversé une zone fragile, et le simple fait de pouvoir envisager l'avenir sans crainte immédiate représentait une victoire intime. Et Nora, avec son innocence, rappelait chaque jour que la vie continue malgré les secousses. À mesure que les jours passaient, l'image publique de l'affaire commençait à évoluer. L'émotion initiale s'estompait, remplacée par une interrogation plus rationnelle. Certains observateurs s'interrogeaient désormais sur la précision du récit de Brice. Les médias, toujours prompts à amplifier une polémique, se montraient aussi attentifs aux incohérences émergentes. Brice n'avait pas perdu officiellement. Martin n'avait pas encore retrouvé son enquête. Mais l'équilibre des forces n'était plus aussi déséquilibré qu'il l'avait été. La bataille remportée par Brice avait un goût moins triomphal qu'au premier jour, car elle avait attiré sur lui une lumière constante, exigeante, impitoyable. La chute de Martin, annoncée comme une défaite, prenait alors une autre signification. Elle n'était peut-être pas la fin d'un parcours, mais une épreuve révélatrice. En perdant le contrôle apparent de la situation, il avait gagné une distance stratégique. En étant publiquement fragilisé, il avait exposé la mécanique de manipulation qui l'avait piégé. La ville de Sète, fidèle à sa nature contrastée, retenait son souffle. Entre justice et perception, entre humiliation et résilience, chacun avançait avec prudence. La bataille semblait gagnée par Brice, mais la guerre, elle, restait ouverte. Et dans cette tension suspendue, une certitude s'imposait. Rien n'est jamais définitivement acquis lorsque la vérité continue de chercher sa place.